Alors déjà, bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Michel, je suis contente de te voir. Je suis très contente de vous voir autour de cette conférence, Les territoires oubliés de la République. C'est une conférence qui me tenait énormément à cœur. Sachez que cette conférence est le fruit d'un travail de 3 livrets thématiques de la France insoumise. Le premier, quartier populaire, dont je suis la co-référente avec Landry ici, le co-animateur du livret. Le deuxième livret, c'est les Outre-mer. Et le troisième livret, c'est la ruralité et les aménagements de territoire. Donc je tenais aussi à remercier donc les livrets pour cette conférence, parce qu'un travail en commun, c'est ce que ça donne comme fruit aujourd'hui, d'avoir des gens qui sont là pour parler des territoires oubliés de la République. Donc je m'appelle Katia Yacoubi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis travailleuse sociale, conseillère en économie sociale et familiale, plus précisément, à Marseille, dans les quartiers populaires de Marseille, et même, selon l'INSEE, les quartiers les plus pauvres d'Europe, parce qu'ils représentent les 2 et 3e arrondissements de Marseille. Sachez que là où je travaille, c'est la circonscription de Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon est élu parmi les quartiers les plus pauvres d'Europe. C'est une circonscription des arrondissements, des quartiers où on trouve des précarités concentrées. Logement, santé, emploi, tout concentré dans ces circonscriptions. J'ai envie de vous faire directement, en introduction, même si ce n'est pas l'objet de cette conférence, le lien avec l'abstention, parce qu'on l'a vécu, on l'a vu, à travers les élections intermédiaires, qui, normalement, les élections, on va dire, municipales, sont populaires. Ben non, on a eu des bureaux qui étaient à plus de 90% dans ces quartiers d'abstention. 90%. Et nous, à Marseille, on était très inquiets par rapport à ça, les militants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière, durant un mois, donc c'était du 15 août au 15 septembre, on a fait un audit sur l'abstention, une enquête de terrain. On a rencontré des personnes via des caravanes. On est allé aussi faire des entretiens directs avec des personnes qu'on a eues au téléphone, mais aussi dans des bureaux, pour comprendre ce qu'est l'abstention, pourquoi, justement, ils ne vont pas aller voter. Et dans chaque réflexion, dans chacun de nos pas, de nos actes politiques, nous imaginons un monde fait pour les gens et par les gens. C'est ça le sens de notre combat aujourd'hui. Et faire monde, c'est quoi ? C'est faire politique. Politique est devenu un gros mot aujourd'hui. On n'ose même plus se dire qu'on est d'un mouvement politique, d'un parti politique, ou qu'on est des élus politiques, parce qu'on est en quelque sorte mal vu. Mais je n'ai plus envie que ce soit un gros mot, la politique. Je souhaite faire en sorte que ce soit réhabilité, pour que tout son sens prenne vraiment dans le sens où faire la politique, c'est quoi ? C'est faire citer ensemble. C'est ça la politique, faire citer ensemble. Donc lutter contre l'abstention, c'est lutter pour la démocratie. À partir de là, nous avons besoin d'une représentativité populaire dans les bancs de l'Assemblée. Je tenais juste à vous dire qu'en 2017, nous avons eu Caroline Fiat qui a été élue, la première aide-soignante à l'Assemblée. C'est ça la représentativité populaire. Quand les populations ne sont pas représentées sur les bancs de l'Assemblée, bien sûr, les lois qui en découlent sont des lois qui ne sont pas faites pour elles. Et les classes populaires, c'est elles qui souffrent le plus des lois aujourd'hui qui sont des partis libéraux depuis plus de 30 ans, qu'ils soient de droite ou de gauche. On voit qu'il y a une même politique qui est menée pour ces populations. Et c'est eux qui en tirent le moins profit, parce que c'est eux qui vivent les difficultés de plein fouet. Les classes populaires, les classes dominées ne sont pas suffisamment donc, représentées dans les bancs de l'Assemblée. Et l'abstention sert le maintien du pouvoir en place. Lutter contre l'abstention, c'est pas lutter contre les abstentionnistes, c'est les comprendre et voir quels sont leurs besoins. À partir de là, tout comme l'enquête de l'abstention que vous pouvez retrouver sur Internet,
sur donc www.lvdsv.fr. La voix des sans-voix, LVDSV. C'est là que vous pouvez trouver notre enquête, le fruit de notre enquête. Donc, c'est faire entendre la voix des sans-voix. Cette conférence a pour but aussi de faire entendre la voix des sans-voix à travers les 3 voix ici qui vont parler des territoires oubliés de la République. Parce que c'est dans ces territoires où sont concentrées les populations les plus précaires, celles qui sont les plus en difficulté et celles qui votent le moins. On parle des territoires oubliés de la République et non des territoires, comme je l'entends souvent, les territoires perdus de la République. Je ne peux plus l'entendre, ça. Parce que c'est dédouaner l'État sur la responsabilité qu'elle a sur la rupture d'égalité. Je souhaite qu'on parle des territoires abandonnés, des territoires oubliés, mais pas des territoires perdus de la République. Notre conférence a pour but donc de trouver des solutions communes pour travailler à une société plus juste, plus égalitaire et plus démocratique. Je tenais à excuser ici 2 personnes qui ne sont pas ici parmi nous. Le premier était un maire de Lyon dans les quartiers populaires. Il n'a pas pu venir, donc il s'excuse. C'est Hubert Julien Leferrière et Younous Omarji. Younous Omarji, il est sur une autre conférence à la même heure que celle-ci, donc il n'a pas pu être là. Par contre, nous avons le plaisir ici d'avoir et d'écouter 3 personnes qui peuvent parler des quartiers populaires, des territoires ruraux et des Outre-mer. Landry Ngang, ici à côté de moi, qui est mon co-animateur du livret Quartier populaire. À ma droite, on a Jean-Hugues Ratenon, député de la France Insoumise. Et Landry, on l'applaudit aussi. À côté de Jean-Hugues, nous avons Fanny Lacroix. Alors Fanny Lacroix, très très contente qu'elle soit là, parce qu'elle représente une association, l'association des maires ruraux de France. C'est une première. Et elle est aussi maire d'une commune française, donc Châtel-en-Trièves. En effet, ce sont des territoires qu'on cherche souvent à opposer, à diviser, les uns avec ou contre les autres. On imagine que ces territoires sont ceux de la marginalité qui conduit à l'abstention d'un côté et le vote FN ou RN de l'autre. Et nous, qu'est-ce qu'on dit à travers cette conférence? Qu'on n'est pas pessimiste dessus, pas du tout. On est même optimiste. Parce que nous n'oublions pas, nous ne nous abandonnons pas ces quartiers, ces territoires. On s'affranchira bien sûr des idées reçues, des réponses toutes faites, ou même du racisme dans cette conférence. Et nous prônons la réhabilitation de l'éducation populaire dans cette conférence aussi, qui a été mise à mal par les politiques libérales, qu'elles soient locales ou nationales. Des ponts entre ces territoires sont essentiels, et c'est pour cela que nous avons décidé de faire cette conférence. Donc je vais laisser la parole à Fanny Lacroix. Je vais vous poser à tous les 3 une première question, et après je reviendrai sur une deuxième question, et chacun donc répondra à celle-là. Ensuite, ce sera la deuxième partie, pour que vous sachiez un peu comment ça va s'organiser, et ce sera le public qui posera directement les questions aux personnes, et ce sera animé cette fois par les animateurs du livret Ruralité et aménagement du territoire, ici parmi nous dans le public. On les applaudit aussi. Caroline et Guillaume, que je remercie. Donc, ma première question à vous 3. Quelles sont les difficultés spécifiques et communes à vos territoires respectifs? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie en fait d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, c'est avec grand plaisir qu'on a accepté l'association des maires ruraux de France d'être
partie prenante de ce débat qui nous est cher. Donc juste un tout petit mot avant de répondre à la question pour présenter cette association dans laquelle j'ai décidé moi de m'investir et qui je trouve porte vraiment des pistes d'action extrêmement importantes par rapport à tout ce qu'on va évoquer ce matin ensemble. Donc l'association des maires ruraux de France, c'est une association de maires militants qui sont engagés pour défendre la ruralité et les enjeux qui sont spécifiques à elle. Donc c'est quand même plus de 10 000 maires qui sont rassemblés au sein de cette association. Il faut aussi savoir que la ruralité, c'est 34 000 communes rurales en France, donc c'est important, même si on nous dit que c'est peu. En fait, si, malgré tout, c'est 34 000 communes et c'est 80% de notre territoire. Voilà. Donc on est rassemblés autour d'enjeux spécifiques qu'on développera. Je pense que ça fera partie aussi des pistes de réflexion pour nous qui seront communes. Donc notre enjeu, nous, au sein de l'association, c'est d'être un interlocuteur qui devient incontournable auprès des grands, du ministère. Et aujourd'hui, on a su se faire entendre sur un certain nombre de choses, puisque grâce à notre association, aujourd'hui, on a l'agenda rural. Alors on essaye de le faire appliquer. C'est encore un peu difficile. On a aussi poussé pour la création du poste de secrétaire d'État à la ruralité, qui est occupé aujourd'hui par Joël Giraud. Voilà, donc les maires ruraux, c'est des communes de moins de 3 500 habitants qui sont rassemblés au sein de l'association. Et après, l'association nationale est structurée sur des associations départementales qui, elles, sont autonomes dans leur gestion et dans les lignes qu'elles souhaitent pousser. Voilà, donc je voulais quand même faire ce petit rappel de ce qu'est l'association des maires ruraux de France et pour laquelle j'ai décidé de m'engager. Donc moi, je suis maire de Châtel-en-Trièves depuis 2020. Donc Châtel-en-Trièves, c'est une toute petite commune rurale qui compte 450 habitants au sud de l'Isère, entre l'Isère et les Hautes-Alpes, et qui vit la désertification rurale. Donc c'est quelque chose que je connais très bien. Et moi, mon projet politique, c'est de redonner de l'espérance aux habitants de ma commune et de leur montrer qu'ils sont importants, qu'ils ont une place dans la République et qu'ensemble, même avec des petits moyens, même en faisant des petites choses, on peut changer la vie. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui ce que j'essaye de porter à la toute petite échelle. C'est pas grave. La toute petite échelle qui est ma commune. Voilà, donc avant d'arriver sur les difficultés, je voulais aussi partir peut-être d'un constat. Quand on parle des territoires oubliés de la République, c'est qu'il me semble, et c'est important de le rappeler, que la ruralité, elle est au cœur du modèle républicain français dans sa constitution. Donc la Révolution française de 1789, en fait, elle a conduit à la création des communes. Et les communes, c'était des communes rurales à l'époque. Voilà, et quand on a constitué les pères fondateurs de la République, l'ont bien dit, la République sera la République des paysans ou ne sera pas. Donc il y avait vraiment cette volonté à l'époque, avec 80% de la population qui vivait et qui travaillait dans ces territoires ruraux, d'asseoir un modèle républicain qui soit stable en ayant avec soi le monde paysan. Et derrière ça, évidemment, il y a toute cette politique d'éducation qui a été menée par Ferry, avec ces hussards noirs de la République qui étaient nos instituteurs, qui ont mené souvent, qui étaient secrétaires de mairie et aussi instituteurs dans les classes des villages et qui ont porté ce modèle républicain où l'école avait une fonction de mailler le territoire avec vraiment une égalité territoriale et de permettre une élévation. Alors là, on est vraiment dans des enjeux d'éducation populaire, une élévation en fait de la totalité de la population vers des valeurs républicaines pour stabiliser en fait notre modèle démocratique. Donc je trouve que c'est important de rappeler ça, parce que petit à petit, effectivement, on a dévié petit à petit de ce modèle-là. Alors après, avec des dynamiques que vous connaissez tous, c'est-à-dire la révolution industrielle, après le développement du capitalisme, des grosses unités de production, alors qu'avant, effectivement, dans le démarrage de cette République qui nous est chère, on avait aussi ces unités de production à taille humaine qui maillaient l'ensemble du territoire national, qui étaient présents. Et on pense aux mineurs de Carmaux, qui étaient des paysans mineurs, avant de devenir des mineurs paysans, et puis après que des mineurs. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de penser, dans ce qui nous rassemble, que notre population rurale était aussi ouvrière, et donc il y avait des liens qui existaient avec une République qui était présente sur l'ensemble du territoire national. Donc ce que je vous ai dit, oui, c'est que ce modèle-là s'érode. On voit le développement de la métropolisation sur notre territoire, donc ça a été vraiment le mouvement du XXe siècle. Et donc, c'est vrai, moi je pense que c'est... Donc, on peut dire que c'est des territoires oubliés de la République, mais je crois que ces territoires-là montrent que la République est malade, parce que
en fait, la République initiale, celle qui est belle. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de République avec des territoires oubliés. Donc, quelque part, c'est une dilution de la République même quand on constate ce qui est en train de se jouer à l'échelle de notre territoire. Voilà pour ce qui est du contexte. Donc c'est vrai qu'on a vu au courant du XXe siècle des théories économistes qui sont devenues mainstream, quoi. C'est-à-dire qu'on parle de métropolisation, où le discours prévalent, c'est de dire qu'en gros, il faut investir sur des pôles de compétitivité qui jouent en fait le rôle de locomotive économique, et que quelque part après, c'est la théorie du ruissellement qui va ensuite entraîner l'ensemble des territoires et qui draine en fait la richesse. Donc on a abandonné, si vous voulez, tout le sens qui était au démarrage de cette république paysanne, et moi j'aime bien le rappeler, pour ensuite, je trouve, perdre du sens politique, arriver à des logiques extrêmement gestionnaires, rationnelles, d'économie et de compétitivité, avec une perte de ce maillage territorial qui était au cœur même de notre institution républicaine. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les territoires ruraux ? C'est vrai qu'on a perdu énormément, c'est-à-dire qu'on a constaté la fermeture de nos écoles, la fermeture aussi de tout ce qui est économique, le petit bistrot du village, la place qui s'est désertifiée. Et tout ça, ça a eu des effets assez délétères sociaux qu'on peut voir aujourd'hui par le mouvement des Gilets jaunes a été effectivement... voilà, il y a beaucoup de personnes du milieu rural qu'on a retrouvées sur ces ronds-points. Et d'ailleurs, c'était intéressant. Là, je parlais à un sociologue qui s'appelle Benoît Coquart, qui est extrêmement intéressant, qui est un sociologue de la ruralité et qui disait, en fait, le rond-point, c'est la place publique que l'on retrouve. C'est finalement ces espaces publics qui existaient avant, qui structuraient un monde paysan et ouvrier, et qu'on a retrouvés sur nos ronds-points et qui montrent l'absence de sens et l'abandon, en fait, de cet aménagement territorial. Voilà. Donc après, donc ça c'est nos difficultés. Après, est-ce que je peux évoquer aussi des pistes pour qu'il y ait un petit mot d'espérance pour clôturer mon intervention sur cette première question ? C'est de dire qu'aujourd'hui il y a des territoires en résistance par rapport à ça. Nous, c'est ce qu'on essaye de porter à l'Association des maires ruraux de France. C'est une vision de la ruralité qui est positive et qui ouvre un horizon d'espérance pour les gens. C'est-à-dire qu'effectivement, ce mouvement du monde qu'on connaît aujourd'hui, il ne va pas dans le sens de cet art de vivre en commun et du développement de la citoyenneté. Je crois que tout le monde en pâtit aujourd'hui, qu'on soit dans des territoires ruraux ou dans des territoires urbains. On est tous face au même constat, et qu'aujourd'hui, c'est une mobilisation qu'on doit mener ensemble. Donc nous, on essaye de réinventer ces territoires d'espérance dans notre ruralité. C'est ce que je vous disais. Moi, je suis maire de mon petit village rural qui a vécu la fermeture de son école il y a 40 ans. Le village d'à côté, ensuite, a appris la fermeture de son école en 2016. Et donc, on a créé une commune nouvelle pour résister. Et donc, il y a eu une charte qui a été écrite par les élus de ces deux communes rurales qui ont décidé, en fait, de rester en vie. Parce qu'aujourd'hui, on parle de ça dans le milieu rural. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec nos petits moyens, avec l'horizon aussi de perte de la commune, puisque c'est ça qui se profilait devant nous, de perte de l'institution, de perte d'un rôle politique, on a eu un réveil citoyen aujourd'hui sur notre commune, où aujourd'hui, l'ensemble de notre population, de manière assez exhaustive, et donc c'est l'histoire que j'essaye de porter avec d'autres maires qui ont vécu un peu la même chose, reprennent en main leur destinée collectivement et réapprennent à gérer des communs. C'est-à-dire que pour lutter contre la désertification, aujourd'hui, on a une série d'associations qui ont émergé pour la commune, pour ouvrir un café-épicerie associatif, pour l'approvisionner avec les produits locaux, pour mailler nos agriculteurs, et comme ça, ils ont pu aussi continuer à avoir un développement économique pendant la crise qu'on a connue et le Covid, parce que du coup, on assurait les débouchés à nos producteurs de proximité. C'est aussi des associations qui se structurent pour dire on va entretenir nos sentiers parce qu'on n'a plus les moyens de le faire, et donc on prend en main notre destinée. Et je crois que ça, on a besoin de l'entendre. La ruralité, par les espaces qu'elle offre, par la proximité de la commune, par la proximité de l'institution, permet en fait de refaire émerger cette citoyenneté active, de redonner un sens à notre vie. Je crois qu'on en est là. Et je pense peut ouvrir des horizons politiques tout à fait intéressants. Et voilà, j'en finirai là pour ma première intervention. Merci. Merci Fanny. Jean-Hugues Gratenon. Merci beaucoup. Donc Jean-Hugues Gratenon, et puis merci pour l'invitation. Et avant de prendre l'avion, avant-hier, je disais à mes amis, je pars au chaud.
Et donc, euh, et donc j'arrive ici et je vois qu'il fait très froid. Et attention parce que la semaine dernière, j'étais à Saint-Joseph. Et pour revenir chez moi, de Saint-Joseph à Brapanon, je suis passé par la plaine des Caves. Il faisait 2 degrés. Donc, bon, mais 30 minutes après, chez moi, il faisait 20 degrés. Donc ça change, ça va très très vite. Donc pour vous dire qu'on est aussi dans ce changement climatique et on commence à le ressentir, on le ressent bien sur les territoires. C'est vrai que mais je suis heureux d'être ici et parce que pour moi, la lutte se mène sur nos territoires respectifs en France, au sein de la République, mais se mène partout. Et à chaque fois où on a l'occasion de s'exprimer, où on a l'occasion de participer à une action dans le cadre de la lutte contre les territoires abandonnés, oubliés, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à faire 10, 11 000 kilomètres parce que c'est toujours intéressant. Parce que d'autant plus que nos ancêtres, eux, ils n'ont pas chômé sur les moyens. Des fois, pour pouvoir entrer en résistance, pour pouvoir lutter, eh ben moi je me rappelle où ma mère me disait souvent que papa partait une semaine en lutte à La Réunion, la lutte des agriculteurs, la lutte pour l'égalité sociale, la lutte pour la départementalisation, etc. Donc il y avait comme cela dans le quartier des gens qui partaient parce que la résistance était rude à l'époque. Et tout cela pour vous dire aussi que l'insoumis que je suis, ce n'est pas l'insoumis qui naît, mais l'insoumis qui est né insoumis. Et on est résistant depuis toujours. Quand vous êtes issu des Outre-mer, quand vous êtes ultramarin, mais vous avez un lien aussi, vous avez un lien fort avec la résistance, vous avez un lien fort avec l'insoumission parce que le système traverse les temps, mais le système, on est toujours dans un système de dominant-dominé. On le voit très bien à travers ces territoires. Mon parcours est simple, difficile de suivre sa scolarité, difficile parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les moyens de continuer, mais en même temps, après mon BEP, quand je me dis ben, il faut que je parte vers un bac pro, on me dit il n'y a plus de place, alors que je voulais continuer. Et on était dans les... Faut pas trop me vieillir. Donc, ça fait un bout de temps. Et donc, mais cette réalité, elle est toujours présente aujourd'hui. Avant de prendre l'avion, il y a une maman qui m'appelle pour me dire ma fille n'a pas de place, n'a pas de logement. Et on a reçu tellement d'appels, tellement d'appels. Et c'est l'actualité aujourd'hui, le nombre de jeunes après le bac qui n'arrivent plus à continuer les études parce que leurs parents n'ont pas les moyens, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'hébergement sur le territoire. Et donc, pour vous dire que le système ne met pas les moyens en place pour permettre justement à notre jeunesse, à notre population d'accéder à la connaissance pour pouvoir demain être autonome, pour pouvoir réfléchir sans être sous pression, sans être sous cloche du système. C'est vrai que pour nous, je parlerai un peu plus des Outre-mer, mais les territoires, c'est vrai qu'on a ce réflexe de souvent parler des Outre-mer, nous les gens des Outre-mer, parce que c'est comme ça, c'est en nous, parce que on a été aussi, on a grandi avec ce sentiment, et ça reste d'être les oubliés, des oubliés, d'être encore plus oubliés que les autres. Et quand je suis, depuis mon élection, où là, je traverse pour vous dire, pendant mes vacances parlementaires de l'année dernière, je suis parti un peu voir où étaient les pauvres, où étaient les moins pauvres, ou les riches. Et donc, c'était mes vacances. Et donc, et j'étais avec ma copine et je disais, mais c'est extraordinaire comment la misère existe ici, comment la pauvreté existe ici, autour de Paris. Et c'est vrai, quand on voit ça, on se dit, ben, il faut l'unité. Il faut l'unité. Je veux choquer personne, mais il faut l'unité des peuples de France. Parce que nous,
moi rayonner, nous ultramarins, la Réunion c'est un peuple, le peuple rayonné dans le peuple de France. Et pour nous c'est extrêmement important parce que par rapport à notre histoire, et c'est vrai que les difficultés c'est aussi par rapport justement à l'éloignement, aussi peut-être par rapport à l'éloignement, mais comme ça peut être un atout aussi, on cherche aussi, nous, les réponses à cela. Quand on voit Mayotte à côté, je ne sais pas si vous êtes parti à Mayotte, s'il y en a qui sont déjà à Mayotte, mais quand on débarque là-bas, on dit, est-ce que je suis dans un département français? Est-ce qu'on se pose la question? Nous, rayonnés, on se pose la question. Et il y a une pauvreté, mais extraordinaire. Il n'y a pas de mots, on ne peut pas l'expliquer quand on est français, quand on est dans un département français où il y a des milliers d'enfants qui vivent dans la rue, qui n'ont plus de parents. Ça, c'est la France aussi. Où il y a encore ce qu'on appelle les bangas, les taudis. À la limite, taudis, c'est mieux même que des enfants qui vivent sous des feuilles de tôle, qui n'ont rien, qui n'ont pas mangé. Et comment on dit à ces marmailles, vous n'avez pas le droit de voler. Comment peut-on dire à un enfant, vous n'avez pas le droit de voler pour vous nourrir? C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, voilà. Et c'est cela où il faut véritablement qu'il y ait une prise en compte. Et quand on dit oublier, moi je dis abandonner. Abandonner par l'État français. Et je me pose souvent la question, je dis, mais pourquoi? Pourquoi sommes-nous dans cette situation? Et je suis, moi, et ça n'engage que moi, persuadé qu'on est oublié volontairement. Volontairement. On ne veut pas que les Outre-mer se développent. On ne veut pas de l'épanouissement des Outre-mer. On ne veut pas du bien-être dans les Outre-mer. On peut débattre là-dessus. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est une situation. Et c'est extrêmement dangereux parce que, regardez, la montée du Front National dans les Outre-mer. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de créer une situation qui risque d'exploser à n'importe quel moment. Je disais, je ne sais plus avec qui ce matin, c'est vrai que, et on parlait des abstentionnistes, on parlait du rejet du politique, mais ça va à une vitesse grand V à La Réunion, la violence vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis des élus. Et moi, mon discours, c'est toujours engagez-vous. Vous pouvez, vous aussi, vous présenter aux élections. Moi, j'ai osé. Et aujourd'hui, je suis député, alors que avant d'être parlementaire, et pendant les premiers mois de mon mandat de parlementaire, j'étais à la caisse d'allocation familiale. Non pas que j'étais technicien là-bas, mais j'avais mon numéro d'allocataire, j'étais au RSA. Et donc, osez, c'est ce que je dis. Et n'hésitez pas, militez, engagez-vous, allez à la rencontre. Allez, je préfère que les gens viennent chez nous, mais si vous ne pouvez pas faire le pas tout de suite, habituez-vous avec les autres et vous allez voir qu'il y a des choses à faire. Engagez-vous dans le monde associatif. Mettez-vous au service des autres, c'est la meilleure façon de se mettre à son service, au service de la communauté. Et le problème du logement, à La Réunion, je vous donne un exemple, je vais vous parler un peu plus de La Réunion, mais c'est pareil dans les Outre-mer, c'est pareil aussi dans beaucoup de coins dans l'Hexagone. Le problème de logement, c'est un problème sanitaire, c'est un gros problème sanitaire. C'est derrière les problématiques de logement, et c'est dernièrement encore, il y a la Fondation Abbé Pierre qui donnait des chiffres à La Réunion. Je ne vais pas encore répéter les chiffres, mais les chiffres, c'est même plus la peine. Il suffit de voir les gens, d'aller à la rencontre des gens. Les plus grands experts, ce sont ceux qui vivent la situation. Et quand vous avez des logements surpeuplés, des logements qui ne sont pas mis en état par les bailleurs sociaux, financés par l'argent public, eh bien, ces problèmes de santé, autant pour les parents que pour les enfants, ces problèmes de scolarité, ces problèmes de violence aussi dans la cité et dans les foyers. Donc c'est tout cela. Donc le problème de logement, ce n'est pas le fait seulement de ne pas avoir un toit, mais c'est tout cela. Ça entraîne tout ça. Et le problème de l'emploi, vous savez, dans les Outre-mer, c'est une catastrophe. Et donc voilà, moi je préfère vous laisser
vous laissez prendre la parole tout de suite après mon ami, et puis bon, nous allons essayer de répondre, mais je pense que nous allons réfléchir ensemble et voir comment faire converger les luttes, parce que c'est une obligation. On n'a pas le choix de se donner la main, quel que soit l'endroit où on habite en France, que ce soit ici ou dans les Outre-mer, mais en même temps dans le respect et dans la compréhension de l'autre. Parce que je suis républicain, je suis français, mais je suis aussi africain, je suis aussi indien, je suis aussi chinois, je suis aussi malgache, je suis aussi comorien, je suis aussi rodriguez, parce que c'est ça qui est là, et c'est ça l'énergie qu'il faut libérer. Et si demain l'État français accepte de libérer ces énergies, eh bien ce sera une chance pour ces territoires, ce sera une chance aussi pour toute la France. Nous sommes en pointe sur la créolisation, et la créolisation, c'est quoi? C'est accepter l'autre, c'est tourner le dos au refus de l'autre, parce que nous sommes des citoyens du monde. Autant il faut converger les luttes partout en France, mais partout dans le monde. Nous sommes des citoyens du monde, et il faut avoir ce regard sur l'autre, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on regarde un peu partout. Aujourd'hui, il y a la grande famine à Madagascar. On attend Madagascar, et je dis souvent, on le dit, nous, rayonner, Madagascar, c'est nous aussi. Il y a du sang malgache qui coule presque dans le corps de tous les rayonnés, mais ici aussi. Et donc, chaque jour, il y a des enfants qui meurent, excusez-moi de le dire. Chaque jour, il y a des mamans qui pleurent. C'est parce que tous les mamans qui pleurent chaque jour. Et donc, c'est ça. Et le lien entre Madagascar et la France, c'est un lien très fort. C'est un lien historique. Et donc, voilà. Et donc, il faut être citoyen des Outre-mer, citoyen français, mais il faut être aussi citoyen du monde. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Pour les quartiers populaires, Landry. Bonjour à tous, et encore une fois, merci à nos différents intervenants et intervenantes d'être venus. Merci à Katia, merci à Guillaume et merci à Caroline pour avoir organisé cette conférence qui nous tient particulièrement à cœur, parce que ça faisait déjà pas mal de temps qu'on en parlait sur la nécessité de construire politiquement, mais en même temps concrètement, une convergence entre les différents territoires oubliés de la République. Ça a été déjà précisé plusieurs fois. Fanny parlait de la révolte des Gilets jaunes qui puise vraiment son inspiration par le fait de dire écoutez, vous avez fermé l'école dans le village, vous avez fermé les services publics dans le village, donc nous on est obligés de prendre la voiture pour se déplacer, et en plus vous voulez nous rajouter encore une taxe sur ça, vous êtes en train de nous étrangler. En banlieue, nous aussi nous avons connu nos périodes de révolte pour dire ça suffit, on n'en peut plus, vous êtes en train de nous asphyxier, on ne peut pas s'émanciper vu les conditions que vous nous laissez. Ça a été notamment le cas en 2005. On voit, et cette révolte-là, même si elle s'est terminée, il y a encore un bruit de fond dans les quartiers. On se dit ça va revenir, parce que rien n'a évolué, rien n'a changé. Il n'y a aucune politique structurelle qui a évolué, c'est bien le contraire. Tout à l'heure, Jean-Hugues, tu nous parlais du fait que dans les Outre-mer, il y a des lycéens qui n'arrivent pas à avoir d'école. Mais ça, c'est la conséquence directe de politiques qui ont été mises en place récemment. Et ces politiques, c'est Parcoursup et c'est la réforme du bac. Parce que la réforme du bac va faire en sorte que maintenant, il n'y a plus de bac national avec des épreuves communes. Et si j'ai 12, c'est parce que j'ai eu 12 à ce contrôle-là. Ce qui va être mis en place avec la réforme du bac, c'est des contrôles, c'est des bacs par lycée. Ce qui fait, et ça a été déjà annoncé, que quand on aura 16, par exemple, en Seine-Saint-Denis, ce ne sera pas un 16 équivalent à Paris. Et ensuite, quand vous allez devant Parcoursup, qui est la plateforme qui va décider de où on va aller en fac, les présidents d'université l'avaient déjà dit. Non, un 16 à La Courneuve, ce ne sera pas un 16 à Louis-le-Grand. Donc entre deux 16 obtenus, nous allons préférer le 16 à Louis-le-Grand. Donc le 16 obtenu à La Courneuve sera automatiquement dévalorisé du fait de discrimination territoriale. Mais un jeune qui va dans son lycée de proximité, dans son lycée de zone, c'est pas lui qui décide ses professeurs, c'est pas lui qui décide ses notes, il travaille et ensuite il obtient le résultat en fonction de son travail.
il y a un désengagement de l'État qui se traduit de plusieurs manières dans nos différents territoires. Fanny l'a bien expliqué, quand une école ferme dans une petite commune, c'est la conséquence du désengagement de l'État. Et dans les quartiers populaires, ce ne sont pas des écoles qui ferment, mais ce sont des classes qui ferment. Et ça revient strictement à la même chose. Pour la campagne, ce sera rallonger du temps pour les enfants et pour les parents pour aller dans les classes, et pour les quartiers populaires, ce sont des classes surchargées, avec des professeurs en moins. Ce sera les mêmes conséquences pour les enfants. Et ce manque de services publics se traduit aussi dans tous les pans de la vie. La poste qui peut fermer dans une zone rurale, c'est l'équivalent d'un bureau de poste qui ferme par quartier. Parce que quand un quartier, c'est 5000 habitants, ces 5000 habitants qui vont devoir toujours déposer et récupérer du courrier, vont aller à la poste du centre-ville et vont aller la surcharger. Ce qui fait que dans les campagnes où, par exemple, on mettrait 20 minutes à aller dans la poste à côté, dans les quartiers populaires, et je peux prendre l'exemple de Saint-Denis, on va passer 20 minutes sous le trottoir à attendre de son tour. C'est strictement la même chose. Et ça va créer des situations de tension. Parce que attendre 30 minutes sous la pluie pour déposer un courrier, à un moment, ça rend fou. On se dit, c'est pas une tâche incroyablement compliquée, on vous en veut pas, mais pourquoi est-ce que vous êtes deux ici? Alors qu'on est plus de X temps à vouloir déposer, parce qu'on habite tous ici. Et ce désengagement de l'État a été prouvé en Seine-Saint-Denis. Il y a un rapport qui est sorti qui s'appelle le rapport Cornu-Gentil-Coquendo, qui a été fait par un travail transpartisan, c'est-à-dire que tous les députés issus de tous les courants politiques à l'Assemblée nationale ont pu travailler sur cette question-là, qui a prouvé, fait à l'appui, qu'effectivement l'État s'était désengagé en Seine-Saint-Denis et qu'il y avait une discrimination structurelle en Seine-Saint-Denis. Pour ne pas vous endormir avec trop de chiffres, je vais prendre 2 exemples. En Seine-Saint-Denis, le lycée le mieux doté de Seine-Saint-Denis, c'est même pas l'équivalent du lycée le moins bien doté à Paris. Pourquoi ? La République est une et indivisible. Les enfants de la République méritent l'égalité. L'égalité, c'est tous ensemble, ou sinon il n'y a pas d'égalité. Et pourtant, on voit que l'État, dans ses politiques, dans ses dotations, crée une différence structurelle qui auront plusieurs conséquences. Des problèmes d'emploi et d'évolution sociale. Dans les quartiers populaires, ça commence à devenir très compliqué de se projeter socialement, de se projeter parce que Parcoursup, parce que la réforme du bac. Et on se dit, moi j'ai envie de devenir ingénieur, mais moi je connais quelqu'un qui s'est fait refuser parce qu'il n'a pas pu aller en prépa, lui le grand. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans ma fac pour faire quoi? Je ne sais pas. On a du mal à se projeter. En campagne, c'est pareil, il faut oser quitter son petit patelin, je vais dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est son petit patelin, pour aller dans le lycée de la grande ville, pour ensuite aller dans l'université de la région. Et tout ça font que, je vais terminer cette partie sur ça, on a des difficultés qui sont communes, qui s'expriment de manière différente par les exemples que j'ai cités, mais qui ont la même origine. Et pour les quartiers populaires, on a aussi quelques spécificités. Les spécificités, c'est les questions de violence policière. Dans les quartiers populaires, et nulle part ailleurs en France, nous sommes confrontés à ce phénomène-là. À Saint-Denis, durant le mois de juin, les policiers ont fait une descente dans un quartier en deuil. Une famille avait perdu son enfant, les policiers sont passés 20 fois devant le lieu de recueillement en disant à la mère, on en a eu un, on va avoir le deuxième. Est-ce que c'est normal sur un territoire de la République que des fonctionnaires de l'État parlent comme ça à des citoyens français? Non, c'est pas normal. On a le problème du racisme, parce que par la construction des quartiers populaires, par les vagues d'immigration, on a concentré des mêmes types de populations dans des quartiers spécifiques. Et on a le problème de discrimination spatiale qui se rajoute à tout ça. Parce que quand on est un jeune de Seine-Saint-Denis, par exemple de Saint-Denis, qu'on envoie son CV à une entreprise parisienne, il regarde d'où vient le courrier, il la jette automatiquement parce qu'on vient de tel quartier de Saint-Denis qui est mal réputé. Ce sont nos problématiques spécifiques qu'on va combattre de notre côté. Mais avant ça, on a besoin de construire des combats communs avec les zones rurales et les zones d'outre-mer. Parce qu'on va être confronté à d'autres problématiques qui vont nous toucher encore une fois, mais de manière beaucoup plus grave. Par exemple, la question du réchauffement climatique, tu en parlais. Dans les territoires ruraux, la question du réchauffement climatique se pose déjà quand ils affrontent des feux de forêt incontrôlables, quand ils affrontent des inondations, tout ça. Où est l'État? Comment l'État peut laisser faire ça? Comment l'État peut ne pas intervenir plus rapidement? Il y a la nécessité, on défend à la France Insoumise, la nécessité de reconstruire un pôle public de l'énergie, un pôle public de l'électricité. Quand une zone est sinistrée, il faut qu'en moins de 48 heures, l'électricité soit de retour, que l'eau soit de retour. Il faut se battre tous ensemble pour que ça soit le cas. Les quartiers populaires, on est touchés aussi par le réchauffement climatique et par les pollutions, parce que les zones les plus polluées de France sont dans les quartiers populaires, pour des raisons de construction historique. Mais il faut apporter des solutions
à ça. Et les solutions seront politiques par les batailles qui seront menées. Fanny expliquait que les maires s'organisent entre eux dans les zones rurales pour combattre. Et les zones de quartier populaire, les maires de quartier populaire aussi ont un rôle à jouer face à ça. Et je voudrais saluer le maire Azine Taibi qui malheureusement ne peut pas être des nôtres parmi nous, mais Azine Taibi, le maire de Stein, une ville de quartier populaire, une zone remplie de quartiers populaires en Seine-Saint-Denis, a porté plainte contre l'État pour rupture d'égalité. Il faut que tous les maires de France qui sont dans les zones rurales, on peut l'applaudir, oui, il faut que tous les maires de France dans les zones rurales, dans les outre-mer, dans les quartiers populaires, rejoignent ce combat, qui porte plainte contre l'État. La République est une et indivisible. La République doit proposer l'égalité pour tous les Français, pour tous les habitants du territoire. Merci beaucoup, Landry. Je vais vous donner un exemple sur Marseille, un seul. L'accès à l'eau. Vous pensez qu'on a tous accès à l'eau en France? Il y a un quartier à Marseille qui s'appelle Herbel, quartier populaire. Il n'a pas accès à l'eau potable. Ça fait des années que ça dure, des années. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? En fait, l'eau est infestée par une bactérie et ça a causé un mort là-bas. Et donc l'eau, c'est à cause des canalisations en fait. Donc c'est lié au logement et à l'entretien des logements, des canalisations. Et donc ils n'ont pas accès à l'eau potable parce que y a des produits à l'intérieur pour faire en sorte de désinfester l'eau potable. Donc ils ne peuvent pas boire de l'eau potable, ils utilisent de l'eau, ils achètent de l'eau en bouteille. Donc nous voyons bien à travers les prises de parole que les populations des quartiers populaires sont les premiers, et pas que populaires, mais des territoires oubliés. Pardon, c'est que tu viens de parler, Landry, et voilà, donc j'ai parlé d'un quartier populaire, mais les quartiers populaires, les territoires ruraux, mais aussi les outre-mer, les territoires oubliés, abandonnés de la République, sont les premières populations à subir de plein fouet l'inaction climatique, l'inaction sanitaire, l'inaction sociale, l'inaction juridique et inaction démocratique. Donc c'est cela qui cause les insécurités du quotidien. Donc à partir de là, j'ai une deuxième question. Tu as parlé tout à l'heure, à l'instant même, de convergence. C'est ça qui m'intéresse à travers cette conférence. Comment travailler ces convergences entre les trois territoires? Parce que c'est essentiel. Comment y arriver et pour quel intérêt commun, quel intérêt général commun? Donc je vais repasser la parole à Fanny. Ah bah oui. Voilà. Moi, j'ai entendu des choses dans ce que vous avez dit et je vais reprendre ces termes parce que je pense que c'est de là que doit partir cette lutte pour l'espérance. Aujourd'hui, je crois que c'est ça dont on parle. J'ai entendu pouvoir enfin faire un monde ensemble. Ça, c'était dans l'introduction. Tu as bien dit aussi le fait de s'engager. Je crois que l'enjeu, c'est de créer des nouveaux horizons des possibles, parce que c'est vrai qu'on regarde un petit peu, si on fait un tout petit peu de philosophie politique, on voit que quand on est face à une incapacité à avoir prise sur son destin et sur l'environnement immédiat, là, l'horizon des possibles est complètement bouché et on ne fait plus monde. C'est ça, l'enjeu. Donc après, ça crée un certain nombre d'effets négatifs qui font qu'il y a une désaffection du politique. Et moi, j'ai beaucoup apprécié quand tu as dit que la politique, c'est noble. Il faut pouvoir en parler sans avoir honte. Il faut pouvoir dire, je fais de la politique, c'est pas de la politique politicarde, c'est juste que je fais faire citer en commun. Et je crois que là, il y a des choses qui peuvent nous faire converger, c'est-à-dire en mettant en avant des territoires du possible, avec une capacité pour les citoyens, justement, de s'extraire de son simple rôle d'individu consommateur et de reprendre vraiment en main et de manière très pratico-pratique sa citoyenneté active, de faire cette expérience-là. Je crois que les enfants de ma génération, il nous a manqué quelque chose, quoi. Quand on a grandi, il y a eu tous ces cadres intermédiaires qui quand même structuraient la société et qui portaient quand même une certaine vision du monde qui ont disparu, où on a été lancé dans une société de consommation avec une perte de sens assez généralisée. Et je crois que de réouvrir des champs du possible de manière très concrète, où on fait l'expérience qu'il y a quelque chose de plus qui existe dans l'existence, c'est-à-dire la capacité à avoir une existence en commun, est tout à fait essentielle pour rouvrir des champs de lumière et d'étoiles et l'envie d'avoir envie.
Donc moi je pense que c'est ça, qu'on doit travailler ensemble. Et là-dessus, après ça c'est vraiment le point de vue que je porte pour l'avoir vécu dans mon histoire personnelle, parce que moi je suis une enfant du vide, de cette génération qui n'avait pas d'emprise sur le monde. Mais par contre, d'avoir rencontré sur mon chemin l'histoire d'une petite commune rurale, ou peut-être d'un quartier, où on m'a laissé la possibilité de pouvoir m'impliquer. On m'a montré que j'avais de l'importance. Moi, pour qui, franchement, j'avais l'impression d'être complètement... d'avoir aucune forme d'importance. Donc de croiser le territoire d'une commune qui laisse la possibilité à l'implication, dans une forme de proximité de la République, je crois que c'est extrêmement... On a encore, je crois, des communes dans une forme de proximité qui peuvent permettre ce réveil, et qu'il faut absolument qu'il y ait une convergence par rapport à ça, sur le fait qu'on considère l'échelon communal dans sa capacité à pouvoir endosser un rôle de citoyenneté active, c'est-à-dire que les élus sortent enfin de leur posture des gestionnaires, dont on essaye, en fait, on les pousse à être comme ça. Moi, je vois bien, en étant maire, j'ai pas beaucoup de discussions politiques avec les autres maires qui sont mes voisins. C'est-à-dire qu'on nous pousse par une baisse des moyens, par le manque d'ingénierie, à aller finalement entretenir les routes, couper l'herbe et aller regarder que les tuyaux ils fonctionnent bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est qu'en fait on ne fait pas de politique au sens noble, c'est ce que je vous avais dit. On passe notre temps à être le nez dans le guidon. Donc comment est-ce qu'on fait pour qu'enfin nos maires ils soient à leur juste place politique, qu'ils fassent de la politique au sens noble, c'est-à-dire qu'ils projettent un collectif, un village, une commune, des habitants, dans un projet de vie en commun ? C'est ça, en fait, le rôle du maire. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé de le prendre. Donc maintenant, je m'assois sur l'ensemble des réformes territoriales qui ont découpé en compétences multiples la souveraineté locale. Et je m'autorise, avec mes concitoyens, à pouvoir changer le monde à la plus petite échelle et à pouvoir discuter de tout. On discute de tout sur ma commune. Et après, moi, je me fais un rôle d'interpellation au bon niveau. Mais je crois qu'il y a une liberté, il y a vraiment ce champ-là à reconquérir, à préserver le maillage communal qui est le nôtre et qui a tendance à être quand même bien déstructuré avec les réformes qui se sont passées, et je pense à la loi NOTRe aussi, et donc à vraiment positionner les maires comme des animateurs de collectifs et des acteurs d'éducation populaire à la citoyenneté active. Vraiment. Là, il y a un changement culturel profond à avoir. Donc ça, c'était... Et ensuite, dans les liens aussi qu'on peut faire entre territoires ruraux, sur la diversité territoriale, moi je vois par exemple sur ma commune, j'ai 2 colonies de vacances désaffectées. Alors ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des structures quand même assez importantes qui ont été créées pour accueillir une forme d'éducation populaire, où on avait quand même des enfants qui venaient d'un peu partout en France pour venir découvrir notre ruralité, notre art de vivre. Et ça s'est complètement arrêté. Donc on a des friches rurales un peu partout en France et il ne se passe rien. Donc moi, je me dis là, en tout cas, qu'on aurait une possibilité de travailler en commun sur qu'est-ce qu'on fait de ces friches. Là, on a un outil d'aménagement territorial extraordinaire pour dire on les vend pas, on les fait pas partir sur le marché. On voit que là, les cours sont en train de flamber. En plus, nous, en milieu rural, là, c'est le moment de se réveiller parce qu'en plus, on voit qu'il y a des tendances qui s'inversent. Et je me dis, mais si demain, moi, je vends mes colos de vacances désaffectés, ma logique gestionnaire me poussera à faire ça, mais je dis quid après de cette politique qui pourrait être celle du brassage, de dire justement le Covid a montré que ça serait intéressant en fait de pouvoir amener des enfants des quartiers populaires chez moi, venir rencontrer ma classe unique, peut-être que mes gamins de ma classe unique, ils aillent passer 1 semaine ou 2 à l'école dans le quartier et apprendre aussi cet art de vivre. Et puis, je sais pas, en tout cas, il y a des politiques d'aménagement du territoire vraiment à réimpulser. Et enfin, je voudrais terminer sur... les 10 engagements de l'Association des maires ruraux de France, et je pense que ça peut être aussi une base de notre travail en commun. Donc l'AMRF, les 10 engagements, ils sont ceux-là, j'irai vite, défendre la commune, c'est ce que je vous l'ai dit, qui est la cellule de base de la démocratie et de la liberté communale. Deuxièmement, agir pour maintenir un tissu de services publics. Donc là-dessus, mais que ce soit du coup dans les quartiers populaires ou même en ruralité, là on a des enjeux qui se rejoignent complètement. Développer une image positive, moderne, dynamique de la ruralité, mais ça va aussi avec les autres territoires oubliés de la République, comme vous l'avez dit.
Ensuite, œuvrer pour un aménagement équilibré, juste et concerté du territoire. Revendiquer l'égalité républicaine de tous les citoyens au travers d'une réelle et juste péréquation pour un développement rural aux côtés des villes. Agir pour un dynamisme économique et social durable en luttant contre la désertification. Affirmer et faire connaître la spécificité des territoires ruraux. S'opposer au cumul des mandats électifs et des fonctions, entrave majeure à la démocratie. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été souligné. Ça va avec cette réappropriation de la citoyenneté active. Quand on n'a pas accès aux fonctions électives, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi notre démocratie représentative, elle ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, on a des élus qui ne nous ressemblent pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi tout un chantier à engager, mais ça, l'Association des maires ruraux le dit bien, sur le cumul des mandats, sur le fait que notre République, ça doit être comme un arbre, et la sève, c'est l'accès aux fonctions électives. Les racines de cet arbre, c'est les communes, donc il faut cultiver ce terreau de l'engagement, et ensuite, la sève, c'est l'accès aux fonctions électives qui doit partir des communes, où on doit pouvoir permettre des trajectoires politiques à des gens, à n'importe quel citoyen, et même ceux qui en sont le plus éloignés, et après permettre que cette sève, elle puisse monter jusqu'aux plus hautes branches de notre arbre républicain. Si la sève est bloquée, l'arbre va mourir. Donc c'est vraiment un enjeu à ce que sur la fonction élective, que la fonction élective soit accessible. On a un autre grand combat au niveau de l'Association des maires ruraux de France, c'est le statut de l'élu. Là-dessus, nous, on propose la création d'une indemnité de nécessité et de sortir d'une attribution forfaitaire. Il faut savoir que dans les communes de moins de 1000 habitants, vous avez 800 € quand vous êtes maire. Donc pour autant dire que ce n'est pas accessible à tous. Voilà. Ensuite, développer les liens et les coopérations avec les structures et organismes nationaux qui partagent notre vision de la démocratie et des territoires, encourager, promouvoir et soutenir toute initiative allant dans ce sens, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci Fanny. Jean-Hugues, quelle convergence? Quelle convergence des luttes. Bon, j'avais pris des notes, j'ai beaucoup de papier, mais avec le vent, c'est pas possible. Ça va être impossible. Mais je pense que de toute façon, il faut laisser son cœur s'exprimer. Et c'est vrai que pour moi, c'est la confiance. La confiance et en même temps ne pas avoir peur. Par exemple, pour l'élu, ne pas avoir peur de perdre l'élection. Prochaine élection, vous vous présentez avec un bilan, avec une vision des choses, avec un programme, un projet. Et donc, c'est le peuple qui décide. C'est la population, à travers le vote, qui décide. Et pendant toute la durée de votre mandat, ne pas avoir peur de perdre le mandat. Parce que sinon, vous pensez uniquement à votre réélection, et là, ça va dans tous les sens. Et c'est vrai que moi, je consulte beaucoup mes proches, mes amis, les militants, la population, et on me dit, tu n'aurais pas dû dire ça. Je dis, mais pourquoi? Parce que ça ne plaît pas aux gens. Je dis, ça ne plaît pas peut-être aux gens, mais c'est ce que je pense, et je le dis. Je le dis. Et après, on verra. Si j'ai le temps de faire la démonstration que ce que j'ai dit est bien, tant mieux. Si je n'ai pas le temps, j'aurai le temps en tant que militant associatif ou engagé avec d'autres politiques ou mouvements. La convergence des luttes passe par la compréhension, comprendre l'autre. Et en France, c'est véritablement accepter qu'il y a les peuples des Outre-mer. Et là, c'est le rayonné qui parle. C'est accepter l'idée que nous sommes tous des Français, mais nous n'avons pas la même histoire. Et il y a des histoires quand même, nous avons des liens très forts avec là où viennent nos ancêtres, ceux qui étaient engagés ou esclaves. Et ces liens-là arrivent de manière très très forte. Donc, comment comprendre cela pour se dire que notre objectif, c'est le bien commun. Notre objectif, c'est un avenir en commun. Mais peut-être il y a des moments où on aura des chemins différents. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement important. Et on a du mal, il faut le dire, on a du mal à comprendre cela et accepter. Et puis ne pas avoir peur. Les Outre-mer sont très attachés à la France. Ne pas avoir peur de laisser les Outre-mer se développer et aider, accompagner au développement.
Nous n'allons pas demander l'indépendance puisque nous sommes pour l'union des peuples. Nous sommes pour un peuple uni. Donc le mot indépendance n'existe plus. C'est plus dans notre vocabulaire. Et donc nous sommes pour une France qui très très forte. Et pour cela, il faut que l'outre-mer soit en capacité d'apporter aussi, de contribuer à cette force. Et pour cela, il faut qu'on soit bien dans notre tête, qu'on est dans cette relation totale de confiance. Et c'est comme cela que nous allons converger les luttes. Non pas entre territoire et territoire, mais entre citoyens et citoyens aussi. Et pour moi, en même temps, c'est de dire que notre avenir, c'est en commun. Ce n'est pas tout seul dans son coin. C'est véritablement en commun. Je crois que notre programme, c'est l'avenir en commun. Mais c'est cela, c'est la convergence des luttes, c'est créer toutes les conditions pour que le projet, c'est de participer à faire évoluer le projet, parce que c'est un projet, c'est un programme qui évolue en fonction des besoins, en fonction du temps, en fonction de l'évolution. Et donc, si on est unis autour d'un grand projet, automatiquement, nous allons nous tenir la main. C'est cela, c'est au-delà de nos différences, savoir s'unir sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'intérêt de chaque citoyen. Personne ne doit rester sur le bord du chemin. Personne ne doit rester sur le carreau. Et donc nous allons. Moi, il m'est arrivé, demain, si je dois participer à une action chez... c'est quelle ville encore, excuse-moi? Châtel en Trièves. Eh bien, j'irai parce que je sais que... Donc, il faut m'inviter. Hein. Donc, je sais parce que je vais apprendre là-bas. Je vais apprendre là-bas et revenir avec quelque chose en plus de toute façon. Parce qu'on apprend toujours dans l'échange avec les autres, et c'est en apprenant avec l'autre, et peut-être que j'ai quelque chose aussi à apporter. Et c'est comme ça que nous allons renforcer les convergences des luttes et se dire quand même que, et se dire aussi, et c'est là, et là je m'adresse aux maires, et pour qu'il y ait cette convergence de lutte des maires, pour que nous avons des maires militants qui disent les choses, qui s'expriment, qui osent dire stop, ça suffit à l'État. Il faut des maires courageux, résistants, pas des maires qui pensent à son mandat ou à ses intérêts, pas des maires qui se disent si j'ai une petite subvention avec l'État, c'est bien, même si la ville d'à côté, il n'a pas. Donc je ne serai pas en convergence avec lui parce que j'ai mon propre intérêt à défendre. Et là, vous défendez quoi, là? Donc ça, c'est pas l'intérêt de la France, c'est pas l'intérêt des citoyens, c'est l'intérêt de votre mandat que vous défendez. Et ça, malheureusement, en France et à La Réunion, je sais que c'est malheureusement partout pareil, ce que beaucoup d'élus, de maires, pensent avant tout à leurs propres intérêts avant l'intérêt commun. Et donc, non, c'est contraire à l'avenir en commun. Parce que si vous vous comportez comme cela, demain, quand il y a un changement de gouvernement, vous allez vous comporter comment? Et si l'autre, qui se retrouve dans la majorité, ou en phase, ou en déphasage, des fois, on ne sait plus ce que c'est que le phasage ou le déphasage pour certains élus. Donc, vous allez vous mettre dans quelle position? Donc, nous, demain, si on arrive au pouvoir, notre objectif, c'est de tendre la main aux autres et se dire, vous n'étiez pas avec nous, mais nous allons créer toutes les conditions pour que vous soyez avec nous. Et pour cela, nous allons mettre notre avenir en commun. Voilà. C'est-à-dire qu'un citoyen, quel que soit l'endroit où il habite, quel que soit le département, quelle que soit la région, quelle que soit la ville, son avenir nous intéresse, quel que soit le lieu où on est élu. Parce que régler le problème de l'autre, c'est régler aussi notre problème. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça. C'est cela. Et puis, l'éducation populaire, c'est extrêmement important. Continuer à expliquer, continuer à avancer. Et quelles que soient les difficultés, c'est persévérer. Persévérer, pourquoi? Parce que justement, il y a tellement d'injustices qu'on ne peut pas abandonner. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Et cette vision de l'être humain qui s'engage sur un territoire parce que ça s'inscrit dans une logique terrienne, je dirais, eh bien, c'est
participer à faire en sorte de protéger l'être humain. Parce que nous avons cette responsabilité aussi. Parce que la Terre va continuer à tourner. La Terre va continuer à avancer. Mais on l'abîme, mais dès le moment où on ne sera plus là, ben la Terre va se régénérer, va s'enrichir, mais nous, on risque de ne plus être là. Et donc, notre avenir est véritablement en commun. Et la meilleure façon, excusez-moi, peut-être que je serai là hors débat, la meilleure façon d'être en convergence de lutte, c'est de changer de président de la République. Et, et donc, comme on est ici, on n'a pas trop le choix, il n'y a qu'un candidat ici. Donc voilà, ben faisons ce choix. Et puis, pour terminer, tout à l'heure, on parlait de Caroline Fiat, mais c'est une femme qui parle avec son cœur, qui milite, qui agit avec son cœur, parce que toutes ses actions à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'elle a vécu sur le terrain. Et quand elle dit ça, c'est pas bon, c'est parce qu'elle a vécu cela. Et donc ça, c'est extrêmement important. Nous avons besoin d'élus du peuple. Nous avons besoin d'un gouvernement du peuple aussi. Nous avons besoin d'une assemblée générale du peuple et qui représente véritablement le peuple. Et c'est pour cette raison qu'il faut continuer à aller dans les quartiers populaires, dans les villes, les villages, partout, dans les cités, dans les immeubles, dans les maisons, partout, et dire aux gens qui sont abandonnés, la solution, c'est l'avenir en commun, et ne pas tourner le dos à la politique. Il faut aller voter, créons l'élan de confiance, et ensemble, nous allons réussir. Merci Jean-Hugues. Landry. Ça va être compliqué parce que tout a déjà été dit et je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je voulais juste réappuyer sur un point. Pourquoi est-ce qu'on a nommé cette conférence les territoires oubliés de la République? C'est parce que l'élection présidentielle approche et qu'on va voir fleurir de nouveau des éléments de langage certains vont parler de territoires perdus de la République. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. On ne sait plus où ils sont sur la carte. Est-ce que d'autres personnes ont conquis ces quartiers? La réponse est tout simplement non. Les quartiers ont été abandonnés par la République. Quand Nicolas Sarkozy, par exemple, supprime la police de proximité, ce qui fait qu'il y a moins de policiers en bas des tours et que des dealers viennent et investissent ces quartiers-là, les quartiers n'ont pas été perdus, ils ont été abandonnés, puis ensuite oubliés parce que la République n'est pas retournée dans ces quartiers-là. On va avoir une vraie bataille sémantique à faire parce que certains vont s'amuser à opposer les quartiers populaires pour des raisons évidentes d'imaginaire collectif en disant voilà, il y a des personnes issues de l'immigration qui causent de l'insécurité, à qui on a donné des millions, des milliards d'argent, leur situation n'a pas changé, pendant que vous, dans votre petite ville, dans vos petits villages, dans vos petites villes de campagne, on vous a rien donné, c'est de leur faute parce que c'est eux qui sont accaparés l'argent. Il faut dire non. Non. L'argent, nous, on ne sait pas où il est allé. Et nous sommes tous ensemble dans la même galère. D'accord ? C'est vraiment un discours commun qu'on doit construire. Nous sommes tous ensemble dans la même galère. C'est les différents peuples de France, les différents Français, qui soient de quartiers, d'outre-mer et de zones rurales, qui doivent s'allier ensemble pour demander l'égalité et demander à ce que la richesse dans le pays, parce que nous sommes un pays extrêmement riche, soit mieux répartie. Et pour répartir la richesse dans ce pays, c'est les aides sociales, mais c'est aussi les services publics. Il faut obtenir, je le disais tout à l'heure, et ça a encore été dit, des victoires communes. L'égalité, c'est partout, sinon il n'y a pas d'égalité. J'espère que nos différents élus insoumis, même les élus de tous bords politiques, vont s'allier dans les zones rurales et vont s'allier dans les quartiers populaires pour proposer, par exemple, des manifestations, des actions, des rassemblements, que ce soit dans leur ville, dans leur village, pour dire on veut l'égalité tous ensemble. On veut que des grandes réformes structurelles soient mises en place pour que par exemple, dans chaque commune de France, il y ait à moins de 15 minutes à pied ou en voiture des services publics. Ça, c'est accessible pour tout le monde, qu'on soit dans un quartier populaire ou dans une zone rurale.
Et Jean-Luc, tu le disais, il ne faut pas se résigner. Effectivement, il ne faut pas se résigner et il faut s'organiser ensemble. Ensemble pour ouvrir des cafés associatifs, ensemble pour demander des comptes à nos élus, qu'ils soient de droite, de gauche ou qu'importe. Leur demander, écoutez, nous, nos écoles viennent de fermer, qu'est-ce que vous avez fait face à ça? D'accord, ce n'est pas votre compétence, mais est-ce que vous avez demandé des comptes? Est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne demander des comptes? Parce qu'un maire seul ne peut pas faire grand-chose. Un maire a besoin de sa population avec. Un maire accompagné de sa population, ça change tout. Ça donne de l'énergie, ça donne du sens à son combat. Que ça soit un maire de zone rurale ou un maire de quartier populaire. Donc nous, en tant que militants politiques, on a aussi un rôle, et en tant que citoyens également, on a aussi un rôle de pousser nos élus, de les accompagner dans leur bataille, de leur dire « battez-vous, on sera toujours derrière vous, peu importe la couleur politique ». Parce que quand une école ferme, que le maire soit de droite ou de gauche, c'est les petits qui vont être les premières victimes de tout ça. Et Fanny. Et un dernier point sur ce que tu disais, Fanny, et moi qui m'a tout de suite touché, c'est ce que tu appelles les friches et les zones désaffectées. Effectivement, c'est un grand problème parce que les villes populaires, à l'époque, les villes communistes, par exemple de la banlieue rouge de Paris, donc en Seine-Saint-Denis, etc., organisaient des colonies de vacances dans les zones rurales. Et c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'il faut remettre au goût du jour. Pour la simple et bonne raison que les enfants des quartiers populaires, la plupart sont issus de l'immigration, que ce soit la première ou la deuxième vague. Ce qui fait que pendant les grandes vacances, et c'est tout à fait normal, les familles retournent dans leur pays d'origine et ces enfants-là vont découvrir leur culture d'origine. Mais nous sommes en France, nous sommes français, nous avons aussi besoin de connaître notre pays, de connaître la France. Et pour ça, c'est des voyages scolaires, dans les zones rurales. Moi, j'adorerais et je rêverais de croiser un petit dans mon quartier qui me dit « écoute, moi je suis parti... c'est comment déjà ? J'ai oublié la vie. Je suis parti dans une ville de campagne. Châtaigne, voilà. Je suis parti à Châtaigne-en-Trièves. J'ai rencontré un apiculteur ou j'ai rencontré un agriculteur et moi je veux faire ce métier-là. Je veux y retourner, je veux travailler dans ça. Pourquoi ce ne serait pas possible? C'est pas possible aujourd'hui parce que l'horizon est bloqué. On ne leur a pas montré ce chemin-là. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on appuie dans notre programme la nécessité, je dis bien la nécessité d'organiser des voyages scolaires partout en France et pour toutes les populations. Que ce soit les habitants de zones rurales qui vont dans les quartiers populaires pour voir comment on vit dans ces quartiers ou dans les grandes villes, et pour envoyer les enfants des grandes villes et des quartiers populaires dans les zones rurales pour qu'ils apprennent les coutumes locales, les histoires locales et aussi les métiers locaux qui sont développés là-bas. En bref, il faut qu'on arrive à créer tous ensemble, les outre-mer, les quartiers populaires et les zones rurales, un nouveau pacte républicain pour réaffirmer que la République est une et indivisible et qu'on mérite tous la même égalité et les mêmes chances. Le partage. Si on doit résumer tout ça, c'est le partage. Avant de passer à la deuxième partie, qui va être donc vous. Oui, il reste 25 minutes, donc ça va être à vous de poser les questions donc, aux intervenants. Je voulais juste vous dire, promouvoir le collectif. Quand il y a une revendication, par exemple à Marseille, les punaises de lit, on s'est formé en collectif et je vous assure que quand on se forme en collectif, l'union fait la force, on se fait entendre. Donc voilà. Je vais passer le micro donc, aux animateurs de la deuxième partie, Caroline et Guillaume. Alors du coup, on va essayer de faire des interventions un petit peu courtes. Et nous, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un homme, une femme, et voilà, et la parité. Alors du coup... Bonjour à tous. Je ne vais pas poser de questions, je vais simplement faire... J'ai marqué des petites remarques. Je m'appelle Michel Rabillet et j'ai été pendant un moment suppléant d'un candidat député de la France Insoumise à Marseille. Voilà. Je voulais parler à M. Ratenon, la sincérité des élus, de ne pas avoir peur de perdre son mandat. Les élus qu'on a en face de nous, on le voit tout le temps, il manque vraiment de sincérité. Je pense à un certain M. Muselier. Je vais poser une question, moi, à tout le monde là. Aux dernières élections municipales, savez-vous combien de communes n'ont pas eu de candidat maire ? 25%. On a environ 36 000 communes en France et il y a environ 9 000 communes dont
personne ne voulait être le maire. Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, la commune, elle a perdu de son identité. Hein, et on se rend compte que le manque de moyens des petits maires, la dissolution de la commune dans le département, dans les interco ou dans les grandes régions maintenant, font que les gens disent je ne vais pas aller voter parce que de toute façon le gars il peut, ou le gars ou la femme évidemment, le gars il ne peut rien quoi. Hein. Et de cette perte là de vote, évidemment la démocratie perd beaucoup de choses quoi. Et moi je pense que c'est une très grande faute de la République française, donc des élus, des gouvernements et puis même des gens qui la constituent, parce qu'à un moment donné, si on ne fédère pas tous les gens avec un vote et dans les communes ou un peu partout, dans les quartiers populaires et évidemment dans les Outre-mer, mais pour moi c'est un peu la même chose. On va perdre des capacités, on va perdre des compétences et on va perdre aussi tout un tas de comment on appelle ça, de potentialités pour une souveraineté nationale, aussi bien dans tous les domaines, hein, que ce soit une souveraineté alimentaire, une souveraineté internationale, une souveraineté intellectuelle, etc. etc. Il y a un troisième territoire dont on n'a pas parlé, qui est un peu oublié aussi, c'est notre territoire maritime, le deuxième du monde, un peu plus de 11 millions de kilomètres carrés. C'est énorme, quoi. Et pour ça, je ne vois pas dans la République française à l'heure actuelle et dans les gouvernements qui en parle, quoi. Hein. Et Mélenchon, évidemment, dans l'avenir en commun. Voilà, ouais. Et une dernière fois, les gens qui sont dans les territoires outre-mer, c'est l'équivalent de la population de Paris, environ 2 millions d'habitants. Il ne faut pas les oublier. Qui voulait parler? Tu vas faire un peu plus court, mais ce n'est pas de ta faute. Bonjour, moi je m'appelle Caroline et je suis une voisine à Fanny parce que j'habite dans le Trièves. Je suis là. Ah, pardon. J'habite dans le Trièves à Saint-Martin-de-Clel. Du coup, on n'est vraiment pas très loin l'une de l'autre. Voilà. Et je suis militante à Sudrail, je suis cheminote à Grenoble et chez Solidaire aussi. Voilà. Et je défends le maintien de la ligne des Alpes qui doit, j'imagine, vous tenir à cœur. Enfin, vous êtes dans le combat avec l'étoile ferroviaire de Veynes. Et pour moi, le train, c'est la ligne de vie, c'est ce qui nous permet entre la ville et la campagne, c'est la ligne de vie. Je voudrais juste faire une petite aparté parce que c'est une ligne qui aurait dû fermer en décembre 2020. Et avec le collectif, avec tous les gens qui nous ont, les cheminots, les usagers, on a réussi à lutter et on a réussi à survivre. Et voilà. Donc là, il y a des travaux qui ont été mis en place. La ligne, elle doit réouvrir en 2022. Et là, on est vraiment... Donc, il y a une assemblée générale à Veynes le 5 septembre. Et on est tous derrière pour dire, on ne lâche pas. Et les promesses, il faut qu'elles soient tenues. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Je m'appelle Daoud. Je suis président d'association sur la laïcité, d'éducation populaire et laïcité. Alors, moi, j'ai fait des caravanes et c'est ma 3e caravane. J'ai sillonné toute la France. Cette fois-ci, je l'ai bien senti. Pourquoi? Parce que les gens qui n'ont pas voté pendant 20 ans, 15 ans, tout ça, je les ai fait inscrits sur les listes électorales. Et merci. Alors, il y a une chose, moi, c'est le contact avec ceux qui ont monté le groupe d'action dans les villes. Alors, et c'est vrai que moi, je parlais avec le responsable et les gens, ils ne le connaissent pas. Alors, moi, je fais descendre à la fin de la caravane, je leur dis, voilà, il y a un verre de l'amitié à boire et tout ça. Et ils viennent, je leur présente la personne et puis voilà, ils se changent entre eux les emails, les téléphones et ça marchait très bien. Alors, je vous demande de tous ceux qui... Même dans un petit village de 200 personnes, vous pouvez monter un groupe d'action. Et là, vous allez avoir plein de gens, vous discutez. Alors nous, on a fait des grandes villes comme Marseille, Toulouse et tout ça. Il y a des gens qui venaient de 20, 30 kilomètres et tout ça, et ça se passe très, très, très bien. Alors n'hésitez pas de contacter les gens.
il y a le site de la France Insoumise, vous leur dites, voilà, il y a le site, vous pouvez y aller, et puis voilà, les gens ils vont s'inscrire. Alors moi je suis très content parce que cette addiction, je la sens très bien. Je la sens très bien. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai fait convaincre quelqu'un qui a voté toute sa vie au Front National. Et c'est un vieux. Alors moi j'écris sur le commentaire que j'ai fait sur le site, j'ai dit, bon, j'ai une gueule d'arabe, j'ai dit, j'ai jamais vu un lépéniste inviter un arabe chez lui. Alors j'ai continué à discuter avec lui, je l'ai laissé, mais il était très franc, il faut reconnaître, il était très franc avec moi, et moi aussi. Alors il m'a fait rentrer chez lui, on a discuté, et à la fin, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vous savez, Mélenchon me plaît beaucoup, et voilà, je peux voter pour lui. Alors moi j'étais content, après il m'a dit, laissez-moi les tracts, je lui ai donné les tracts, il les a pris, bon maintenant il vote ou il ne vote pas, ça c'est autre chose. Alors il y a eu aussi une expérience, une dame, enfin une mémé, elle était avec son petit-fils, ouais, elle était avec, je finis ça. Elle était avec son petit-fils et puis je discutais avec elle et tout ça. Et entre-temps, je lui ai offert le bouquin de l'avenir en commun. Et elle m'a dit, monsieur, vous m'avez convaincu, je vais voter Mélenchon. Je lui ai dit, c'est pas parce que je vous ai offert le bouquin que vous allez voter pour lui. Elle m'a juré sur son petit-fils qu'elle allait voter pour lui. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui veut parler, en fait. Oui. Alors, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. On avait cette dame-là, il y a la dame là à droite. Bonjour, j'ai une question. Je suis depuis 1 an en Haute-Loire. C'est compliqué la Haute-Loire au niveau politique. Je m'occupe de migrants, voilà, et je voulais vous demander, poser une question. Le militantisme me manque. Et moi qui suis dans une petite ville de 1200 habitants en Haute-Loire, il y a un grand VVF. Et le maire qui est de droite, extrême. Hein. Je voudrais, moi, parce que la politique là-bas, ils ne veulent pas en entendre parler. Je ne peux pas dire, pour l'instant, hein, je suis politisée et je suis dans le mouvement de la France Insoumise. Parce que le boulanger ne va plus me parler, parce que l'épicier va me faire la gueule, parce qu'il y a tout ça. Et moi, ça me perturbe. Et je voudrais, moi, j'ai trouvé le biais par les migrants, par les logements qui sont dans cette petite ville vide. Je veux que ce maire se bouge pour loger des migrants, des familles, des gamins, des enfants de 3 ans qui arrivent de Libye, qui arrivent d'Afghanistan en ce moment. Donc j'ai trouvé ce biais-là pour contrer un petit peu et pour faire ma place dans ce village. Et je voudrais vous demander comment je peux faire, moi, pour rester en lien avec vous, pour les cités de Stein, que je connais bien, Pierrefitte aussi de Stein, et tout ce rayon-là, et les banlieues difficiles, où moi j'étais éducatrice dans les banlieues difficiles. Et je voudrais qu'on garde ce lien pour que moi, avec ce maire, je puisse vous inviter, les gamins, et moi je suis animatrice, éducatrice de personnes en situation de handicap aussi, pour que vous puissiez venir au VVF, en Haute-Loire, et voir la pêche, les champignons et tout ça. Et je voudrais donner mon adresse pour que moi, vous puissiez me donner la force, encore, et toujours de ce militantisme, pour que je puisse, moi, vous aider aussi, et être responsable de ce lien-là. Je veux le faire. Et donnez-moi encore cette force pour y arriver et combattre cette extrême droite qui me tient derrière là. S'il vous plaît. Je pense que vous allez pouvoir donner vos coordonnées. Il n'y a pas vraiment de réponse à la question. On va en prendre encore 2. J'ai ce monsieur-là depuis le début qui lève la main, donc je vais lui donner. Et madame là-bas. Je suis désolé pour les autres, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, bonjour. Moi, j'ai grandi dans une petite ville. J'ai fait mes études dans un quartier populaire et j'ai habité 2 ans à La Réunion. Et du coup, ça me parle un peu. Mais aujourd'hui, je suis dans une grande ville, je suis à Strasbourg. Et au fur et à mesure de mon engagement, je me suis investi dans Alternatiba, d'abord dans Alternatiba API et ensuite Alternatiba Strasbourg. Et on se pose souvent la question de la représentation que
qu'ont les personnes qui vivent à la campagne ou dans les quartiers de notre engagement, parce que les manifestations se trouvent dans les grandes villes, dans les centres-villes, et vous avez souligné le paradoxe qui est que ceux qui subissent le changement climatique, c'est pas ceux qui le provoquent, c'est les riches qui habitent dans les centres-villes. Donc je voulais savoir, quelle représentation vous avez quand on bloque des aéroports, quand on bloque des sommets pétroliers, et quand on organise des manifestations, quand on travaille avec les élus, etc. Et quelle stratégie d'alliance en fait, on pourrait créer. Alternativa a manifesté aux côtés du comité Adama. Il y a très peu de choses qui se font en lien avec des territoires plus ruraux. Et je n'ai pas connaissance de liens forts entre les territoires d'outre-mer et sur les questions écologiques. Enfin, voilà, sur l'écologie politique plus radicale que la construction, on va dire, de faire du potager, etc. Enfin, voilà, on parle bien d'écologie politique. Donc, je vais essayer de faire court. Donc, je m'appelle Lorraine Lolo. J'ai cofondé une association qui s'appelle Cité des Chances et dont l'objectif est de vulgariser la politique auprès des jeunes de quartiers populaires et de faire ce qu'on appelle du community organizing, donc faire en sorte en fait de porter les voix et organiser les habitants et habitantes de quartiers populaires pour faire entendre leur voix aux élections donc municipales, régionales, européennes, etc. Donc déjà, ça c'est la première des choses. Et en fait, je suis également élue dans le Val d'Oise, à Fos. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est près de Sarcelles, Gonesse, etc. Et en fait, en militant, en allant justement du côté, au contact des jeunes, etc., je me suis rendu compte de deux choses contre lesquelles je me demandais en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler ça. Donc la première des choses, c'est que en fait, on a pour la question du vote, il y a un réel problème de clientélisme. C'est-à-dire que, en fait, quand je vais voir les gens et que je leur dis pourquoi vous ne votez pas, etc., ils me disent « Ouais, mais en fait, vous m'apportez quoi finalement ? Moi, j'ai besoin d'un logement. Est-ce que tu peux me donner un logement ? Non. L'autre candidat, il m'a dit que je pouvais avoir un logement. Désolé, je donne ma voix à l'autre. » Donc, ce qui fait que les listes de gauche, on a du mal, beaucoup de mal à parfois se faire entendre. Bon, pas toutes les gauches, je ne vais pas citer de nom. Mais donc déjà, ça c'est un réel problème. Et en plus de ça, il y a, au niveau du clientélisme aussi, il y a aussi le problème en fait finalement des multinationales. Et là, je vais parler justement de Europa City parce que ça a été un réel enjeu dans mon territoire en fait, où finalement les gens n'ont plus confiance en les hommes et les femmes politiques et ont plus confiance du coup aux multinationales, à des milliardaires qui du coup veulent construire des grands projets, etc., qui promettent des emplois et qui, on avait notamment créé une espèce de formation, etc., pour les gens des habitants. Donc du coup, face à ça, en fait, comment faire ? Parce qu'en fait, finalement, l'argent est de leur côté. Et comment faire, en fait, finalement, pour les reconvaincre en fait, on peut les aider outre le fait d'augmenter les minima sociaux, etc., parce que pour moi, c'est pas un avenir qui fait rêver qui que ce soit. Ça, c'est la première des choses. Et du coup, pour moi, j'aurais un début de solution. C'est du coup, en fait, il y a ce côté individualiste. Donc voilà, moi, j'ai besoin de ça, donc je vais voter pour celui qui me donne. Mais en fait, en banlieue, on a déjà des gens qui s'organisent énormément. Et moi, je le vois avec les jeunes. Ils font des maraudes sur Snapchat. Ça s'organise avec une petite Twingo pour faire des maraudes pour les gens qui n'avaient rien, etc. Et justement parce que l'État, dans ces territoires-là, ne fait rien. Et comment dire à des gens qui survivent par leurs propres moyens, par la solidarité qu'ils et elles ont organisée d'eux-mêmes, que finalement, la politique, ça sera quelque chose. La politique, ils le font déjà eux-mêmes. Et moi, je trouve qu'un début de solution, ce serait de ne pas avoir ce côté paternaliste, mais aller les soutenir dans leur lutte sur le terrain. C'est aller voir les gens qui organisent des maraudes, qui organisent des marches, qui organisent des fois des sittings devant la mairie pour demander telle ou telle chose pour telle ou telle barre d'immeuble, etc.,
pour les accompagner dans leur lutte sur le terrain. Et désolée, je vais faire une petite critique à la France Insoumise. Je trouve que certes, il y a des actions de terrain, etc. Je vois notamment Danielle Baumeux, qui a été la première marraine de mon association, qui était sur le terrain, etc. Mais je trouve qu'il y a pas, que l'accompagnement sur le terrain, il n'est pas encore assez fort. Et également au niveau de la communication, puisque ça c'est ma formation, désolée, je pense qu'il y a un réel enjeu de représentation. Dans le sens, moi quand j'interviens dans les lycées, zones d'éducation prioritaire de banlieue, le fait que je sois jeune, que je sois noire, que je vienne des mêmes quartiers qu'eux, que j'ai les mêmes codes qu'eux, que j'ai les mêmes langages qu'eux, ça leur parle beaucoup plus que si j'étais une toute autre personne. Et je pense que du coup, dans les stratégies également de communication pour 2022, il faudrait introduire justement peut-être des porte-paroles qui ont ces codes-là et qui savent parler à ce public-là, parce que sinon, il ne se reconnaîtra jamais, jamais dans la politique. Voilà. Vous voulez répondre à les choses auxquelles vous voulez répondre? Tu avais une question qui était posée. Oui, un élément de réponse sur l'écologie radicale et les territoires ruraux. Donc moi, ce que j'en vois sur mon territoire et aussi dans les échanges que j'ai au sein de l'Association des maires ruraux de France, c'est que sur cette question de l'écologie, il faut y aller avec beaucoup de, de considération envers les êtres en fait, qui constituent ces territoires-là, et qu'en fait, il y a une forme de violence symbolique qui parfois a été vécue comme telle et qui rend difficile après l'action et qui même retranche un petit peu les individus, qui empêche un petit peu de se projeter pourtant sur des enjeux qui nous sont proches et nous concernent, vous voyez. Donc moi, je crois que pour gagner cette bataille-là et engager la ruralité dans le vaisseau du changement, il faut avant tout du pragmatisme et de la considération. Et donc être très vigilant sur les messages qu'on diffuse, et notamment vis-à-vis des agriculteurs, parce que les agriculteurs, ils ont été des bons élèves de la République depuis toujours. Comme je disais, c'est la République paysanne. Et donc quand on leur a dit, sortie de la guerre, il faut qu'on ait une autonomie alimentaire, il faut produire. Et en fait, ils l'ont fait. Et ils ont suivi ce modèle qu'on leur a demandé d'appliquer. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile quand on leur dit qu'ils sont la source de tous les maux de la société. Donc, avant toute chose, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réalité écologiste. Et là-dessus, on est d'accord, parce que ce n'est pas ça le sujet. Mais aujourd'hui, l'enjeu, on n'a plus le temps, c'est qu'il faut emmener tout le monde dans le navire du changement. Et donc, il faut beaucoup de considération et d'humanisme. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. On va conclure. Tu veux répondre? Oui, par rapport justement aux élus, c'est vrai que c'est dans la communication que nous allons régler tous ces problèmes d'élus qui ont peur de perdre l'élection, qui sont très concentrés, qui sont dans le clientélisme. Moi, j'entends ça, mais chez nous, c'est malheureusement beaucoup le clientélisme. Et on achète les gens, c'est grave. Mais moi, je dis aux gens, mais prenez, de toute façon, vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas, mais considérez ça comme une forme d'insulte et ripostez par rapport à l'insulte et votez contre le candidat qui donne des choses ou qui promet des choses. Donc voilà, donc c'est ça. C'est une forme de résistance. Et moi, je dis, prenez le maximum, comme ça, il n'y aura plus, à un moment donné, avant le jour du vote. Donc, si vous avez vécu un peu à La Réunion, vous savez, et là, j'apprends que c'est comme ça aussi ici. Je vais dire à mes amis, c'est pas que chez nous. Il ne faut pas être trop inquiet. Il faut être inquiet, mais pas dire qu'il n'y a que chez nous. C'est vrai que par rapport à l'écologie, notre lien avec l'écologie, c'est de voter à fond pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et de le mettre en tête dans les Outre-mer. Donc ça va être un acte écologique extrêmement fort. Et par rapport justement aux eaux, la France est la deuxième puissance maritime et c'est pas rien. Et là, je le disais tout à l'heure, et nous on est fiers d'appartenir à cette France justement puissante à ce niveau-là, parce que les Outre-mer, et là j'ai 97% de territoire maritime français, c'est l'Outre-mer.
c'est l'outre-mer, et c'est ça aussi. C'est pour cette raison que je disais tout à l'heure, l'outre-mer est une chance pour la France. C'est 97% de la superficie des eaux maritimes françaises, et nous disposons aussi d'une biodiversité extrêmement riche, 80% de la biodiversité française. Donc voilà, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de richesses. La France est un pays riche. Il faut protéger nos richesses, et pour cela, c'est l'avenir en commun. Moi, je vais répondre très rapidement sur comment faire pour essayer de convaincre les gens, surtout dans les quartiers populaires, de s'engager avec nous, en tout cas de nous confier leur vote, leur vision de l'avenir. Il faut agir avec eux au quotidien, tu l'as dit très bien, il faut aller dans les associations, il faut rencontrer les grands frères ou ceux qui agissent sur le terrain, les aider dans leurs actions, parce que leurs actions sont extrêmement importantes. Pendant le premier confinement en Seine-Saint-Denis, le préfet, l'ancien préfet, a donné l'alerte à l'État, et il l'a fait publiquement, ce qu'il n'a jamais fait avant, en disant « nous sommes à 2 doigts d'avoir des crises de la faim ». Parce que l'État n'avait pas suffisamment agi pour faire l'une des choses les plus primordiales, c'est nourrir sa propre population. Ceux qui ont tenu les quartiers populaires, ce sont les associations de terrain, en dehors de toute considération politique. Ils n'ont pas cherché à faire quoi que ce soit, ils ont fait écouter. Il y a des gens qui ont faim, on va chercher de la nourriture, on va leur apporter. Nous, notre rôle de militants politiques, d'élus, c'est d'accompagner ces mouvements spontanés citoyens pour le faire. Par exemple, Daniel Obono ou Éric Coquerel ont organisé dans leur permanence, je crois aussi à Marseille, vous l'avez fait, des récupérations pour ensuite les redistribuer aux associations, pour leur dire, voilà, nous, avec la force médiatique que j'ai, avec les contacts que j'ai, je vais essayer de demander à des gens de la solidarité, et ensuite je vous les confie. Et vous faites ce que vous voulez avec, vous les redistribuez à qui vous voulez, tant que c'est redistribué. Ensuite, il faut leur dire aussi à ces associations-là, il faut être transparent avec eux. L'association, c'est bien, mais ça ne changera pas le monde, ça ne changera pas tout. Parce que organiser des sittings devant la mairie, c'est bien, mais être dans la mairie, c'est mieux. Vous n'arrivez pas à le faire. Et voilà. Et surtout, l'association et les actions associatives ont aussi des limites. Dénoncer un bailleur, c'est très bien, mais être en capacité de vous mettre en place une politique publique de construction de logements, c'est mieux. Et pour ça, il faut aller dans les mairies, il faut s'inscrire sur les listes électorales, il faut voter, comme disait Jean-Hugues Ratenon. Et il faut inciter, il faut produire ce discours-là. Il ne faut pas avoir honte, comme disait Katia, de dire on fait de la politique. On fait de la politique, on veut changer les choses. Si vous voulez changer les choses, venez avec nous, donnez-nous votre force, et on va le faire ensemble. Merci. Moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Landry, Katia, Jean-Hugues et Fanny. Je suis donc co-animateur du livret Ruralité, Aménagement du Territoire, et je voudrais apporter un autre témoignage sur la rupture d'égalité qu'on vit en ruralité. Il y a 3 dimensions importantes, on l'a dit, sur les services publics, donc les transports, on a eu un témoignage là. Je pense, je vois Michel qui est là, mais on s'est beaucoup battu pour également des arrêts dans la gare d'Argenton-sur-Creuse, dans le centre de la France, où on a récupéré aussi tous nos arrêts, alors qu'on voulait complètement effacer cette gare. On a également un gros problème côté santé. Il faut savoir que c'est d'ailleurs suite à une étude de l'Association des maires ruraux de France, où on sait qu'aujourd'hui, un rural a une espérance de vie de 2 ans et 1 mois de moins qu'un urbain. Vous vous rendez compte de l'abandon des ruraux concernant la santé. On parle non seulement des hôpitaux. Nous, dans notre département de l'Indre, on a perdu la maternité du Blanc. Savoir que les femmes du Blanc, c'est les femmes, 50 minutes pour pouvoir aller accoucher sur des routes départementales à 80 km/h, avec des camions partout. Vous vous rendez compte des risques qu'elles prennent pour pouvoir accoucher. On a évidemment plus non plus ni de spécialistes, plus de généralistes. Aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de clientélisme. Le clientélisme, c'est connaître bien ton généraliste pour avoir un rendez-vous dans la semaine. On parle bien un rendez-vous dans la semaine. Un enfant qui a 42 fièvres, si aujourd'hui il ne fait pas le 15 pour avoir un rendez-vous, il n'a pas de rendez-vous, parce que sinon c'est 10 jours, 15 jours pour avoir un rendez-vous chez un généraliste. Donc forcément, si on a son numéro perso, c'est plus facile. On en est là aujourd'hui. Si le maire il a le numéro, c'est plus facile. Donc on fait du clientélisme là-dessus aussi. Et évidemment, on a tout le côté éducation avec les écoles qui ferment, là où on a un gros travail à faire. Voilà. Alors, je vais faire un petit lien. Alors ça, c'est la rupture d'égalité. Alors, tout à l'heure, tu as parlé des liens entre
les quartiers populaires et les quartiers ruraux. Moi, je suis né dans le Val-de-Marne, à Maison-Alfort. Hein. Aujourd'hui, je suis maire d'un petit village de l'Indre, et on peut les faire, tout ça. Il faut s'investir partout, travailler. On a des multiples cultures, et il faut qu'on arrive à lier nos cultures, à lier les outre-mer, à lier les quartiers populaires et les milieux ruraux. Pour gagner ensemble, et comme dit Jean-Luc, hein, on n'a qu'un candidat et on n'a qu'un seul bulletin pour faire gagner ça, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon en 2022. Voilà, je vais donner la parole à Caroline. Merci. Bon, alors moi, du coup, je suis Caroline Fesselier, co-animatrice du livret Ruralité Aménagement du territoire, et je suis très heureuse que cette conférence elle ait eu lieu. On s'est un peu battu avec Katia pour qu'elle existe. C'est vraiment très important. On avait voulu déjà l'année dernière commencer un travail en collaboration avec le livret Quartier Populaire et le livret Ruralité, qui n'a pas pu être mené à cause des conditions sanitaires, confinement, reconfinement, couvre-feu, etc. Et donc cette conférence, je pense que c'est vraiment le point de départ d'un travail qu'on veut vraiment mettre en place dans le cadre des élections présidentielles, justement. Il y a vraiment tout un tas de choses à faire, à co-construire ensemble. Et c'est pour ça que je vous invite à nous rejoindre dans les livrets thématiques. Toutes les adresses sont sur le site Action Populaire. Vous pouvez rejoindre le livret qui vous intéresse. Nous, on va essayer de faire en sorte vraiment de faire quelque chose qui puisse être facile pour nous rejoindre dans ce travail en coopération. Et donc, voilà, on a vraiment besoin de tout le monde, des idées de chacun pour vraiment travailler ces points-là sur nos terrains, sur nos territoires et montrer effectivement aux populations qu'on va essayer d'opposer, comme ce que Landry disait tout à l'heure, on rentre dans une période où on va tout faire pour opposer les populations. Et nous, justement, on veut vraiment aller sur le territoire pour montrer qu'on a des combats communs à mener. Parce que justement, au niveau de la sémantique, tu parlais des territoires oubliés. Nous, on s'est vraiment attaché à parler des territoires oubliés parce qu'on va vraiment, on entend souvent parler des territoires perdus. Et dans ce mot perdu, on a l'impression que c'est perdu d'avance. C'est même plus la peine de s'y intéresser. C'est perdu pour toujours. Il n'y a plus d'espoir. Et nous, on veut vraiment dire oublié à remettre en mouvement. Voilà. On arrive à la fin. Un mot de conclusion pour les intervenants. Merci. En conclusion, moi je crois que c'est l'éducation populaire qu'on doit porter tous et toutes. Aujourd'hui, ça c'est relativement facile sur des choses à faire vraiment en proximité. En tout cas, nous, à Châtel-en-Trièves, on a monté une association d'éducation populaire à la citoyenneté qui s'appelle Tous et Maintenant, réinvestir la vie publique, dont l'Assemblée générale aura lieu la semaine prochaine, et donc dont l'objectif, c'est de créer des moments de débat public très ouverts sur des grands enjeux de société. Et donc, pour ouvrir notre Assemblée générale la semaine prochaine à Châtel-en-Trièves, on a invité Charles Gardou, qui est un anthropologue, et qui a écrit « La société inclusive, parlons-en, il n'y a pas de vie minuscule ». Et je crois qu'on a beaucoup parlé de ça aujourd'hui. Voilà, aussi pour vous dire que j'ai écrit avec d'autres maires ruraux un petit ouvrage qui s'appelle « Des communes et des citoyens, engagez-vous », où on essaye de diffuser ces belles histoires qui existent dans des toutes petites communes pour donner le goût de l'engagement et de faire politique. Donc on avait écrit ce bouquin-là avant les élections municipales de 2020. On a fait un petit tour de France pour essayer de le porter au plus près des collectifs citoyens. Donc aujourd'hui, je suis venue avec une petite caisse de bouquins. Si vous en voulez, ils sont là. Et donc vous pouvez venir en chercher à la fin de la conférence. Et enfin, je voudrais terminer sur un mot du manifeste pour la ruralité qui a été écrit il y a déjà pas mal d'années par l'Association des maires ruraux de France. Et en conclusion, ce manifeste, il dit « Le pire n'est pas certain. Rien n'est joué et les ruraux savent d'expérience que leur avenir dépend d'eux-mêmes. Mais ils savent aussi qu'ils ne sont pas seuls, parce que l'enjeu dépasse leur sort pour concerner la société française tout entière. Ils tendent la main à tous ceux qui refusent la fatalité de la dissolution du lien social, de l'individualisme marchand et de la fuite de sens. » Et enfin, pour terminer, donc n'hésitez pas, si vous êtes maire ou élu d'une commune rurale, à rejoindre l'Association des maires ruraux de France. Il y a des associations départementales et franchement, des fois, ils mériteraient d'avoir de nouveaux élus qui s'engagent aussi pour faire valoir leurs idées. Donc c'est vraiment des lieux d'engagement qui sont très intéressants. Et à l'échelle de l'association nationale, on part vraiment des jolis combats. Donc je vous invite à rejoindre votre association départementale. Moi, une phrase, vous dire que je suis arrivé ici ce matin heureux, je repars très heureux et confiant.
Une phrase pour dire merci encore aux intervenants, aux intervenantes pour leur participation. Merci aux différentes interventions dans le public. Merci à vous d'être venus. Ça montre l'intérêt que vous avez et la pertinence aussi politique de faire cette conférence et de mener le combat qu'on va mener durant toute la bataille de 2022. Un mot de conclusion, merci. Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin.